avec Guy Timilani et je vais faire aujourd'hui son cours sur les chintes artérielles. Donc je vais juste... Donc là, en bas de l'écran, Mathilde, normalement, vous pouvez partager. Ouais, là je partage pas encore. Non, pas encore. Donc là, vous voyez en Et bas. je vais juste lancer le diapo et voilà. Normalement ça devrait être bon. Hop. Enfin, s'il veut bien. Non. Là, normalement. Et là je peux lancer mon Oui. truc. Donc là, vous pouvez mettre plein écran et normalement, c'est bon. Et moi, j'ai Okay. lancé l'enregistrement de mon côté aussi. Et vous pouvez, donc, D'accord. est-ce que vous voyez la fenêtre conversée? C'est Est-ce que je tout, vois la fenêtre ouais, conversée? c'est tout en haut, à droite. Donc là où il y a participants et tout. Est-ce que vous voyez un peu? Il y Ah. a un petit onglet plus. Vous cliquez dedans et vous avez conversé. Et là, normalement, il y a la fenêtre du chat qui peut s'ouvrir. Alors non, ça marche pas parce que j'ai plus la main sur ma souris quand je commence le truc en fait. Bah, nous, on voit un peu le pointeur. Là, il est tout Ok. en haut à droite, le pointeur. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, c'est bon, mais juste une fois que je lance mon diapo et le part. Ah oui, ça y est, je pense que je comprends. D'accord, sinon vous faites après, comme vous avez dit, Oui, converser. à Ok, la ça fin de la marche. première partie. Bon, à vous. Ouais. Donc effectivement, je pense que je vais faire toute la partie canon artériel. Et ensuite, vous pourrez me poser les questions déjà sur cette question, enfin sur ce sujet, et ensuite on enchaînera sur les autres chintes. C'est parfait. Ouais. Alors, est-ce que je peux lancer mon PowerPoint? Non, ça ne veut plus. En fait, je suis gênée par Zoom pour lancer mon... Ah voilà, c'est bon. Ok, on va commencer par parler des chintes artérielles avec une architecture intracardiaque normale. Donc, dans ces chintes artérielles, il y a principalement la persistance du canal artériel. De manière un peu plus anecdotique, les fenêtres aortopulmonaires et les artères pulmonaires droites naissant de l'aorte. Donc, globalement, les enfants qui naissent avec un shunt artériel sont roses si les résistances vasculaires pulmonaires sont inférieures aux résistances vasculaires systémiques, parce que le sang rose va aller dans le sang bleu, et donc c'est en principe pas des enfants qui sont cyanosés, sauf s'il y a des problèmes pulmonaires associés, un OAP, ou s'il y a un shunt droite-gauche auriculaire, par exemple, en cas de... Mais c'est plutôt dans le cas des cardiopathies, donc en l'occurrence, c'est rarement dans les cœurs d'anatomie normale. Donc les shunts artérielles avec anatomie intracardiaque normale shuntent en fonction des résistances vasculaires, pulmonaires et systémiques en systole. Et le shunt est donc souvent gauche-droit parce que les résistances vasculaires pulmonaires sont la plupart du temps bien plus basses que les résistances Mathilde, vasculaires systémiques. excusez-moi, Ouais. la présentation, elle n'avance pas. Est-ce que c'est Ah, parce que alors je vais... là, c'est encore bloqué sur la première diapositive? D'accord. Hop, oui, alors je vois pourquoi. Ouais, c'est bon. Là, ça devrait marcher. Là, Vous ça marche. voyez les bonnes diapos, là? Oui, c'est bon. C'est bon Ok. pour tout le monde? Normalement, je vois oui. Donc oui, c'est bon. À vous. Ok. Euh, Sauf que moi, je peux plus passer. Pour Les passer, vous diapos. pouvez cliquer sur le. Vous avez un Mac? Ouais. Ouais, il faut cliquer en fait. C'est pas avec les Sur- flèches, c'est avec le pointeur. Vous cliquez. Normalement, vous pouvez passer. Bah, là, j'essaye un peu toutes les touches et ça ne fonctionne Et pas. non, sur votre écran, c'est à gauche, en bas, dans le coin inférieur de votre présentation, vous pouvez avoir des flèches aussi. Non, ça apparaît pas. Non, non, non. Ou alors, je vais... Non, j'ai rien qui apparaît en bas à gauche, je suis désolée. Sinon, je Euh, peux essayer peut-être de sortir du... Quand vous cliquez à gauche, ça marche pas non plus sur votre. Ah, voilà, Ah, là ça c'est marche. bon. Ouais, ok. Je sais pas, ça s'est remis à marcher. Ok. C'est à vous. Mais du coup, ça passe dans le mauvais sens ou... Ah non, ça passe, ok, ça passe toutes les diapos. Ah, Euh, Alors, je reprends à la bonne diapo.
C'est un peu pénible. Bon, je vais faire comme ça sans mettre le keynote. Vous voyez là, du coup, le PowerPoint ou pas? Là, on voit. Est-ce que vous pouvez passer juste d'une diapo à l'autre pour qu'on voit? Là, ça va? Là, ça passe, oui. Ok. On va faire comme ça parce que quand je lis le diaporama, ça ne marche plus. D'accord. Merci beaucoup. Donc, merci à vous. Donc, je disais que les shunts artériels shuntent en fonction des résistances vasculaires et pulmonaires et systémiques en systole, et que donc, le sens du shunt est fonction essentiellement des résistances vasculaires pulmonaires. Il est donc bien souvent gauche-droit parce que les résistances vasculaires pulmonaires sont inférieures aux résistances vasculaires systémiques lorsque la physiologie postnatale se fait normalement. Donc le mécanisme, c'est que on a un shunt qui va de l'aorte à l'artère pulmonaire avec bien souvent un hyperdébit pulmonaire et donc une dilatation des cavités gauches et des artères pulmonaires. C'est ce qui signe la dilatation des cavités gauches, c'est ce qui fait qu'en échographie, on parle d'hyperdébit pulmonaire. Donc on va commencer par le canal artériel, qui est quand même le shunt artériel le plus fréquent, qui représente 5 à 10% des cardiopathies congénitales. Il touche plus les enfants de sexe féminin que de sexe masculin. Il peut s'intégrer dans des fétopathies de type rubéole congénitale et il est également plus fréquent dans des syndromes génétiques, notamment le syndrome de Charge, le Mowat-Wilson, le Loeys-Dietz, le Holt-Oram, le Di-George et le syndrome de Noonan. La physiologie normale, c'est que ce canal artériel, il va fermer dans les premiers jours de vie, sous les stimuli qu'on verra plus tard. Et on parle de persistance du canal artériel quand il est encore ouvert au-delà de 1 mois de vie. Donc, le canal artériel, dans l'embryologie, il dérive de la partie distale du 6e arc aortique gauche. J'espère que vous voyez ma flèche. Le 6e arc, c'est celui qui est le plus en bas, là, des arcs aortiques. On voit très bien, oui. Comment ? On voit très bien le pointeur. Super. Qui va devenir ensuite la partie proximale, l'origine de l'artère pulmonaire gauche. D'accord ? Et au cours du développement, il relie initialement la portion horizontale de la crosse aortique et les artères pulmonaires, et il va se décaler vers la région ischimique. Et donc ce canal, il est ici, là, dans le prolongement du tronc de l'artère pulmonaire, le long de la crosse de l'aorte. Pendant la vie fœtale, il est d'une forme tubulaire avec un calibre qui est tout à fait comparable à celui de l'aorte ascendante. Les gens qui font de l'échocardiographie fœtale savent que le canal artériel fait normalement strictement la même taille que la crosse de l'aorte. Et au cours de la vie fœtale, ce canal artériel va être le siège d'une maturation histologique progressive. Donc on a la couche qui est la plus proche de la plus interne en termes de couche vasculaire, qui est l'intima, qui est une intima qui est plus épaisse que celle de l'aorte et qu'on dit riche en substances mucoïdes. Et dans cette intima va apparaître progressivement des coussins qui vont, dès la fin du 2e trimestre, faire saillie dans la lumière artérielle. Et puis, de manière plus externe, on a une média qui est une couche épaisse de fibres musculaires lisses qui sont disposées de manière hélicoïdale dans le canal, c'est-à-dire orientées dans des directions opposées et qui vont jouer un rôle très important dans la fermeture de ce canal artériel après la naissance. Ces fibres musculaires lisses, elles se différencient de manière assez précoce dans le canal artériel. C'est une histologie qui n'est donc pas du tout la même que celle de la crosse de l'aorte, évidemment. Et c'est probablement le fait qu'il y a une différenciation au cours de la grossesse ou une maturation histologique au cours de la grossesse qui fait qu'on va le voir plus tard, les bébés prématurés ont plus de persistance du canal artériel, ont certainement une immaturité de ce canal artériel qui empêche sa fermeture ou qui la retarde. Le comportement du canal artériel avant la naissance, il est évidemment plus enclin à la vasodilatation qu'à la vasoconstriction, puisqu'on en a absolument besoin pendant la grossesse. Et donc, comment est-ce qu'il va préférentiellement se vasodilater? D'abord, c'est parce qu'il a une grande sensibilité au récepteur de la prostaglandine et parce qu'il a une moindre sensibilité à l'oxygène, à la pression en oxygène artériel, parce qu'il a très peu de canaux ioniques sensibles à l'oxygène. Donc, à quoi il sert ce canal artériel pendant la vie fœtale? Vous avez déjà certainement eu un peu des cours de physiologie, donc on va passer assez rapidement là-dessus. Il fait partie des shunts artériels de la circulation, des shunts de la circulation fœtale.
qui sont là parce qu'on n'a pas besoin de la circulation pulmonaire pendant la vie fœtale, et donc l'essentiel du sang va être dérivé vers l'aorte, de l'artère pulmonaire vers l'aorte descendante. Ce ductus arteriosus sert donc à court-circuiter la circulation pulmonaire. Le foramen ovale, vous le savez déjà, il sert à orienter le sang oxygéné qui vient du cordon ombilical, préférentiellement vers le cœur gauche, et donc préférentiellement vers les coronaires et le cerveau, qui sont donc le cœur et le cerveau, les deux organes les plus importants à oxygéner pendant la vie fœtale. Donc la circulation du sang dans le cœur pendant la vie fœtale, c'est quoi? Il y a une partie du sang qui revient par la veine ombilicale qui va aller dans le cœur droit, vous le voyez, 66%. Il y en a une autre partie qui va aller vers le cœur gauche, qui reçoit aussi un peu de ce retour veineux pulmonaire, mais très peu, puisqu'il y a très peu de sang qui va dans les artères pulmonaires. Et ce 66% du débit fœtal qui va passer par le cœur droit va être redistribué en grande majorité vers le canal artériel et donc vers l'aorte descendante. Ce qui fait que le flux qui est dans l'aorte descendante est peu oxygéné. Il y a une pathologie qui est la fermeture anténatale du canal artériel, qui est assez exceptionnelle, mais qu'il faut connaître, qui est souvent favorisée par la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais dont il faut savoir qu'elle peut survenir spontanément ou qu'elle peut être favorisée, on suppose, par des choses peut-être un peu plus délicates à retrouver à l'interrogatoire que la prise d'AINS, qui est une question assez simple à poser. Donc il faut savoir, quand on est face à une fermeture anténatale du canal artériel, faire une enquête de police pour savoir quels médicaments ont été pris, quelles huiles essentielles, quelles crèmes ont été appliquées. Quelle est la conséquence de cette fermeture anténatale du canal artériel? Heureusement, il y a un autre shunt intracardiaque. Donc le débit sanguin qui passe par le foramen ovale va augmenter et il va y avoir une diminution du flux sanguin droit. Le fait d'avoir un canal artériel restrictif ou fermé, ça modifie évidemment la post-charge du ventricule droit, qui va donc être soumis à des résistances plus élevées. Et donc il va se passer dans le cœur droit un peu ce qui se passe dans le cœur gauche quand on a une sténose aortique, c'est-à-dire qu'il va s'hypertrophier, secondairement se dilater. Il peut être un peu calcifié, un peu hyperéchogène, comme on voit dans le ventricule gauche, et on a en général une fuite tricuspide. Et ce tableau peut évidemment aller jusqu'à la défaillance ventriculaire droite si le diagnostic n'est pas fait suffisamment tôt. Il y a également des conséquences sur la circulation pulmonaire, puisqu'il y a une hypertension artérielle pulmonaire par remodelage vasculaire des artères pulmonaires. Et donc en écho fœtal, on voit un gros cœur droit dilaté, pas de canal artériel ou un canal artériel restrictif, et des signes de défaillance droite. Quand on a ce tableau, quand on suspecte ce tableau en anténatal, la première chose, c'est de se poser la question d'une naissance prématurée, et ça va dépendre évidemment du terme de ce bébé. Donc si on est très tôt dans la grossesse, on va faire une surveillance échographique plus que régulière, surtout une surveillance rapprochée. Et en fonction du terme et de la tolérance fœtale, on peut envisager une extraction, mais il n'y a pas de thérapeutique à proposer in utero. Le traitement en postnatal de la fermeture du canal artériel, ça va être de vasodilater à fond ces artères pulmonaires, et donc on va mettre beaucoup d'oxygène et du NO. C'est des enfants qui ont éventuellement besoin d'un support ventilatoire et même d'inotropes. Voilà, ils sont évidemment cyanosés avant la naissance parce qu'ils ont un ventricule droit qui n'est pas compliant et qui est défaillant, et donc ils shuntent massivement droite-gauche par le foramen ovale. Et c'est avec un traitement symptomatique une maladie qui évolue assez favorablement dans les premiers jours, premières semaines ou premiers mois de vie. Alors, qu'est-ce qui se passe à la naissance sur ce canal artériel? L'enfant va crier, on va ligaturer le cordon, et différents stimuli vont permettre, en principe, la fermeture du canal artériel. Quels sont ces stimuli? Le premier, c'est l'augmentation de la pression partielle en oxygène dans les artères, parce que le sang à la naissance est beaucoup plus oxygéné que in utero. Le second, c'est que la ligature du cordon va inhiber la production de cyclooxygénase nécessaire à la synthèse des prostaglandines. Donc la chute des prostaglandines va entraîner la fermeture du canal artériel. Il y a également une baisse de la pression artérielle ductale parce que le flux sanguin transductal va diminuer, et donc cette baisse du flux sanguin à travers le canal va favoriser sa fermeture. Et puis, il y a des hormones telles que les endothéline 1, la noradrénaline, les bradykinin qui vont également favoriser cette fermeture.
Qu'est-ce qui va empêcher la fermeture du canal artériel? Les prostaglandines, hein, vous savez très bien que c'est ce qu'on perfuse aux nouveau-nés qui ont une cardiopathie congénitale ductodépendante pour conserver ce canal artériel ouvert. Et puis les pressions en O2 basse, enfin une mauvaise oxygénation de l'enfant. Qu'est-ce qui se passe si ce canal ne se ferme pas? L'augmentation des résistances vasculaires systémiques brutales après la naissance et surtout la chute des résistances vasculaires pulmonaires vont entraîner une inversion du sens du shunt par le canal artériel. Donc l'augmentation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'augmentation de la pression partielle en O2 dans ce canal qui va favoriser sa fermeture. Et puis, comme je vous le disais, la chute du taux de prostaglandine facilite également sa fermeture. Qu'est-ce qui se passe? En fait, les fibres musculaires lisses vont se contracter, donc il va y avoir en premier lieu une fermeture fonctionnelle dans les premières heures de vie, et puis cette fermeture fonctionnelle va être suivie d'une prolifération des coussins intimaux dont on parlait tout à l'heure, d'une destruction de l'endothélium, et enfin d'une oblitération permanente via cette destruction de l'endothélium du canal. La clinique du canal artériel persistant, elle est assez variable et elle dépend beaucoup de l'âge de l'enfant et de la taille du canal. Qu'est-ce qu'on a comme tableau clinique globalement? Ça va du petit canal artériel silencieux qu'on découvre fortuitement en échographie faite pour un autre motif, jusqu'au large canal artériel symptomatique qui se manifeste comme un shunt gauche-droit massif ou par exemple une large CIV. Par des signes d'hyperdébit pulmonaire, un enfant qui est polypnéique, éventuellement avec des signes de lutte, qui a énormément de mal à grossir, qui peut transpirer et qui a des signes de défaillance cardiaque. Il y a deux cadres nosologiques un peu particuliers qui sont le canal artériel avec des résistances vasculaires pulmonaires élevées. Celui-là, il va se manifester plutôt par un tableau de cyanose, puisque le shunt sera droite-gauche à travers ce canal. Et puis, le canal artériel du prématuré qui surtout existe dans cette population un peu particulière des prématurés dont on va parler tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on regarde quand on étudie un canal artériel en échographie? On va s'intéresser d'abord à la taille de ce canal artériel. Donc on dit en général qu'il est petit quand il fait moins de 2 mm, qu'il est de taille moyenne quand il fait 2 à 5 mm et qu'il est large au-delà de 5 mm. On va regarder surtout son retentissement, c'est-à-dire on va se poser la question des signes d'hyperdébit échographique. Et le principal signe d'hyperdébit échographique, c'est la dilatation des cavités gauches au-delà de 2 déviations standards. On va s'intéresser à la morphologie de ce canal, parce que la question après le diagnostic, c'est le traitement. Et donc la morphologie du canal artériel est importante pour savoir si on va s'orienter plutôt vers une fermeture percutanée, qui est le gold standard, ou vers une chirurgie. Et à titre encore plus spécialisé, le cathétériseur s'intéresse à la morphologie du canal parce qu'il se demande quelle prothèse il va mettre dedans pour le fermer. Il est essentiel également d'éliminer toute autre anomalie anatomique qui nécessiterait une chirurgie et qui donc ferait basculer la prise en charge vers une chirurgie. Et notamment, j'insiste sur la coarctation de l'aorte, qui est parfois assez difficile à diagnostiquer quand il y a un large canal artériel. On peut avoir un canal qui masque une coarctation avec un isthme étroit. Et ça, c'est une contre-indication en général à la fermeture par cathétérisme, parce qu'on va créer une coarctation en quelque sorte, ou démasquer cette coarctation en fermant le canal. Donc il est très important de regarder attentivement l'isthme des enfants que vous hospitalisez pour une fermeture de canal artériel. Donc comment est-ce qu'on va évaluer l'importance de ce canal en dehors de sa taille? On va évaluer l'importance du shunt. Et l'importance du shunt, elle dépend certes de la taille du canal, mais elle dépend surtout du rapport des résistances vasculaires, systémiques et pulmonaires. Donc plus les résistances vasculaires pulmonaires vont être basses, plus le shunt va être important à travers ce canal artériel. On s'intéresse évidemment au sens du shunt, qui est en général gauche-droit, mais il faut être bien attentif à cette question et pas envoyer
un enfant au caté qui a un canal bidirectionnel ou droite-gauche. On s'intéresse à la vélocité du shunt. Pourquoi ? Parce qu'elle va nous dire la vélocité du shunt, c'est un reflet quand le canal artériel est moyen ou petit des résistances vasculaires pulmonaires. C'est-à-dire que plus le shunt est véloce, plus les résistances vasculaires pulmonaires sont basses. Il faut quand même bien noter qu'un large canal artériel va égaliser les pressions entre l'aorte et l'artère des poumons, et l'artère pulmonaire. Donc, regardez la vélocité du shunt sur un énorme canal artériel qui fait quasiment la taille de la crosse de l'aorte. Ça n'a pas de sens parce que ce shunt va forcément, cette vélocité va forcément être basse. On regarde la taille des cavités gauches pour évaluer l'importance de la surcharge volumique. C'est vraiment la taille de cette oreillette gauche et du ventricule gauche qui vont vous dire si ce canal débite beaucoup ou pas. Là aussi, je reviens sur le cas du canal artériel large. Si vous avez un large canal artériel et pas de dilatation des cavités gauches, méfiance. C'est que ce canal artériel ne chante pas, c'est que les résistances vasculaires pulmonaires sont potentiellement élevées. Et donc, il faut investiguer et éclaircir ce mystère avant d'adresser l'enfant pour une fermeture. On évalue l'importance de la surcharge, de l'hyperdébit pulmonaire. On évalue aussi l'importance de l'hypodébit systémique, parce que tout ce qui passe par ce canal artériel pour aller dans l'artère pulmonaire va être en quelque sorte volé à la circulation systémique. Et donc, on peut aller vérifier on peut aller voir dans l'aorte abdominale, par exemple, s'il y a un flux qui est nul ou un vol diastolique dans le flux Doppler abdo. Et puis, encore une fois, on va évaluer la morphologie de ce canal en vue d'une fermeture percutanée. Voilà, donc ça c'est un pattern Doppler typique de canal artériel de taille moyenne ou petite. Donc c'est restrictif avec un flux accéléré. Là, vous voyez une vitesse à 6 mètres par seconde, donc ça va rarement jusqu'à cette vélocité-là, mais c'est en général à 3 ou 4 mètres par seconde avec cet aspect de prolongement diastolique, parce que ce canal artériel, il chante en systole et en diastole, d'accord ? Et donc, on dit dans ces cas-là que ce canal est restrictif quand on a ce pattern de Doppler. Mais encore une fois, on n'aura pas cette vélocité-là sur un large canal artériel qui égalise les pressions. Donc, le canal artériel, les néonatologues connaissent bien ça. On le regarde sur cette coupe parasternale haute, où on voit l'aorte ascendante en coupe et on voit cette artère pulmonaire avec l'aspect de trépied formé par l'artère pulmonaire droite, l'artère pulmonaire gauche et ici, ce canal artériel qui normalement devrait être fermé et qui persiste. On appelle cet aspect de trépied ou la trifurcation pulmonaire. Et donc, vous avez le flux bleu qui va vers les artères pulmonaires qui donc fuient votre sonde et vous voyez ce flux rouge typique de canal artériel qui chante, donc gauche-droit, et qui va aller surcharger la circulation pulmonaire. Vous avez là ici, donc je suis désolée, c'était censé être plus gros, mais un aspect un peu extrême de dilatation des cavités gauches. Vous voyez, avec cette grosse oreillette gauche et le ventricule gauche dilaté, largement plus gros que les cavités droites. Et donc, encore une fois, j'insiste, il est très important de regarder s'il y a une dilatation des cavités gauches ou pas. C'est ça qui vous dit si ce canal débite ou non. Ce n'est pas la taille du canal artériel qui vous dit s'il y a un gros débit ou pas. On fait classiquement le rapport Auger sur aorte que vous connaissez en coupe TM, en passant par la racine de l'aorte et par l'oreillette gauche. Et on parle de rapport Auger aorte augmenté pour un chiffre supérieur à 1,5 ou 1,6. On mesure le ventricule gauche, ça vous connaissez par cœur en TM. Et donc on parle de ventricule gauche dilaté quand la taille est supérieure à 2 déviations standards sur les ABAC. Et puis, qu'est-ce qui va nous intéresser en particulier dans l'échographie ? C'est de mesurer la taille du canal au bout pulmonaire. Quand on parle de taille du canal, on s'intéresse certes à la longueur, mais on parle surtout du diamètre de ce canal au bout pulmonaire. C'est ça qui va déterminer quel type de prothèse on utilise et quelle taille de prothèse on utilise. Le traitement du canal artériel persistant, antérieurement, c'était la chirurgie. Vous voyez cet article qui date
Donc la première, ça c'est un article qui date de 1915, donc du début du XXe siècle. Vous voyez que c'est assez ancien et qui décrit une endocardite sur un canal artériel persistant, une endocardite infectieuse, dont on dit historiquement que c'est une des complications de la persistance du canal artériel. Le traitement préférentiel jusqu'à la fin du XXe siècle, c'était la chirurgie. Et donc, les premières publications de fermeture chirurgicale du canal artériel, elles datent en gros des années de 1939. Et vous voyez que jusqu'à la fin des années du XXe siècle, on n'avait que la chirurgie comme option finalement. Et y compris chez les bébés prématurés, on s'est mis à fermer ces canaux artériels chez les bébés prématurés à partir des années 70. Voilà, le traitement. Donc, quand on parle de chirurgie, en général, il s'agit d'une ligature du canal artériel, c'est-à-dire qu'on met un petit fil dessus pour le fermer. On peut également faire une section suture du canal artériel, on va le voir plus tard. On met 2 clans et on coupe le canal artériel au milieu. Le premier article de cathétérisme qui décrit les fermetures du canal artériel par voie percutanée, il date, si je ne vous dis pas de bêtises, des années 90. C'est celui-ci. Et maintenant, c'est le gold standard. La fermeture de canal artériel se fait par cathétérisme en premier lieu. Et c'est si on n'arrive pas à le faire par cathétérisme ou s'il y a des contre-indications à la fermeture par cathétérisme qu'on s'oriente vers une chirurgie. Y compris, on va le voir plus tard, chez les bébés prématurés, chez qui cette fermeture percutanée est de plus en plus répandue. Donc l'intérêt du cathétérisme par rapport à la chirurgie, c'est quoi ? C'est d'abord qu'on ne fait pas de cicatrice, ça paraît évident, puisqu'on passe par un accès artériel ou veineux. On a maintenant de nombreuses prothèses à disposition pour fermer ces canaux artériels et on peut fermer des canaux de plus en plus larges chez des bébés de plus en plus petits. Vous avez ici les morphologies de canal artériel décrites par Krichenko, avec la plus fréquente, c'est la forme A, qui est chez les bébés chez les bébés post-terme, les bébés nés à terme, et les enfants, c'est ce canal artériel de forme conique qui est donc restrictif au bout pulmonaire et large au bout aortique. Donc, est-ce qu'on ferme tous les canaux artériels ? Non, il y a des indications pour fermer les canaux artériels. Et donc, les indications, c'est les suivantes. On ferme les canaux artériels qui sont symptomatiques ou qui sont larges, pour lesquels il y a, ou éventuellement les canaux artériels qui sont restrictifs mais avec un hyperdébit. Donc, encore une fois, il est très important d'évaluer cet hyperdébit par le canal artériel. On dit qu'il faut fermer aussi, même si le niveau de preuve est moins important, les canaux artériels avec un souffle, même s'il n'y a pas de dilatation des cavités droites. Et on peut envisager les fermetures de canaux artériels petits quand ils sont gauche-droite, sans souffle ni dilatation des cavités gauche, mais là, le niveau de preuve est franchement moins évident. Et puis parfois, on voit des micro-canaux artériels qui, honnêtement, ne sont même pas fermables par cathétérisme parce qu'on n'arrive pas à passer un guide dedans. Donc globalement, il faut retenir qu'on ferme les cavités gauche qui soufflent et ou qui soufflent, d'accord ? Il est bien sûr contre-indiqué de fermer un canal artériel qui est bidirectionnel ou qui est exclusivement droite-gauche, parce que ça veut dire qu'il y a une maladie hypertensive pulmonaire, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'origine de cette maladie hypertensive, il faut investiguer et il n'y a pas d'indication à fermer ce canal artériel, parce que s'il chante droite-gauche, c'est qu'il sert de soupape et qu'il est donc indispensable. Quelles sont les complications de la persistance du canal artériel ? S'il est large et qu'il dilate les cavités gauches, à terme, il peut entraîner une insuffisance cardiaque. Il peut également être responsable d'un syndrome d'Eisenmenger, parce que ce shunt artériel qui perdure va abîmer les artères pulmonaires et donc va entraîner une augmentation, va modifier l'histologie des artères pulmonaires et va entraîner une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires. Et puis, il peut être aussi un terrain favorisant pour les endocardites. Et enfin, sont décrits chez les adultes des anévrismes du canal artériel et des dissections aortiques, mais c'est beaucoup plus anecdotique. Comment ça se passe, la chirurgie du canal artériel ? On va commencer par parler du traitement historique.
Et vous avez ici une photo de prématuré parce que c'est finalement la population chez qui on fait encore beaucoup de chirurgie plutôt que du cathétérisme. Donc c'est pour ça que vous avez là un microscopique bébé. Donc c'est une chirurgie qu'on fait par thoracotomie gauche postérolatérale, comme la chirurgie de coarctation. Et donc on va coucher les bébés sur le côté gauche pour pouvoir accéder sous l'omoplate à la zone de l'isthme. Voilà, et donc chez les prématurés, on fait en général une ligature. Ici, vous avez l'arche aortique, vous voyez, avec les troncs supra-aortiques en position habituelle, et puis ce gros canal artériel dont la taille sur le dessin n'est pas exagérée, puisque, encore une fois, chez les bébés prématurés, il peut parfois, même il est assez régulièrement, de la même taille que la crosse aortique. Chez les plus grands, les chirurgiens choisissent en général plutôt une option de section puis suture, c'est-à-dire qu'ils vont mettre 2 clans sur ce canal artériel et couper entre les deux et suturer les deux bouts. Alors, quelles sont les complications de la chirurgie? D'abord, la chirurgie, ça peut être hémorragique, hein, on est sur la zone des gros vaisseaux, donc il faut quand même être rapide et efficace. On est dans une zone où il y a également beaucoup de nerfs qui passent, et les deux principaux sont le nerf récurrent gauche, qui, s'il est abîmé, va entraîner une parésie ou une paralysie de la corde vocale gauche, c'est-à-dire qu'on peut l'étirer éventuellement lorsqu'on récline ou qu'on écarte avec les écarteurs, et dans ce cas-là, il y a souvent une parésie de la corde vocale gauche qui peut récupérer, mais si on coupe par erreur en disséquant le récurrent gauche, il va y avoir une vraie paralysie de la corde vocale gauche qui potentiellement ne va pas récupérer. Il y a également le nerf phrénique gauche à proximité, qui est donc le nerf qui permet la mobilité de la coupole diaphragmatique gauche, et si on le coupe de la même manière, on va entraîner une paralysie de coupole diaphragmatique gauche. Dans les grosses structures qui passent à proximité de ces gros vaisseaux, il y a également le canal thoracique qui draine la lymphe et la chyle. Et donc, vous savez que une des complications de la chirurgie de la zone aortique, de la zone de l'isthme, c'est les chylothorax, qui sont donc un écoulement graisseux persistant dans les drains et qui va nécessiter un régime sans graisse pendant un certain nombre de semaines chez les bébés qui en souffrent. On peut éventuellement aussi entraîner une coarctation de l'aorte, quoique ce soit quand même assez rare avec la chirurgie, mais c'est déjà arrivé qu'on ferme une artère pulmonaire gauche ou une crosse en croyant fermer un canal artériel. Donc, on peut en faire des blagues, mais c'est quand même quelque chose qui arrive et pour lequel il faut être vigilant. Si les chirurgiens ne sont pas habitués, parce que bien sûr, quand les équipes sont très habituées, on a rarement ce genre de gag. Voilà, le problème de cette fermeture de canal artériel chirurgical, chez les prématurés, c'est essentiellement que on va majorer leur instabilité hémodynamique et respiratoire, parce que quand on est allongé sur le côté droit pendant un certain temps, quand on est un bébé prématuré qui a déjà une maladie pulmonaire assez sévère, et que le poumon gauche est refoulé pour accéder à la zone de l'aorte, on peut avoir des suites respiratoires assez difficiles de la fermeture chirurgicale du canal artériel. Et donc, c'est ce qui fait qu'on a développé progressivement des techniques de fermeture percutanée dans cette population-là aussi. Alors, il y a plusieurs prothèses à disposition pour fermer ce canal artériel, comme je vous disais. Chez les grands, chez les bébés à terme et les plus grands, on utilise dans les canaux de taille moyenne ou large, essentiellement des ADO2 ou des plugs. Vous voyez, donc c'est des prothèses. Ici, vous avez ce qu'on met au bout pulmonaire, et ici, vous avez la zone du disque qui s'amarre au bout aortique. Et là, pareil, vous avez ces deux ailes qui se déploient d'un côté dans l'artère pulmonaire gauche et de l'autre dans l'aorte pour fermer le canal artériel. Donc c'est maintenant une procédure, c'est le gold standard, hein, le cathétérisme chez tous les grands. Et quand on dit grand, on parle des nouveau-nés, dès qu'au-delà de 1 mois et plus, on choisit préférentiellement la fermeture par cathétérisme. Quelles sont les complications de la fermeture par cathétérisme? Si on a mal choisi sa prothèse, ou si le canal artériel a été sous-estimé, on peut avoir des migrations ou des embolisations de la prothèse, c'est-à-dire qu'elle va partir soit vers la plaie gauche, soit vers l'aorte, et entraîner une obstruction de l'un ou de l'autre des vaisseaux.
Et donc, il est très important de vérifier quand on largue cette prothèse qu'elle est bien contrainte, qu'elle est bien coincée dans le canal artériel et qu'elle ne risque pas de partir. Si la zone de l'aorte est étroite et que la prothèse déborde trop du côté aortique, on peut créer des coarctations iatrogènes en fermant le canal. Et de la même manière, si à l'inverse, on déborde trop dans l'artère pulmonaire gauche ou qu'elle est rétrécie à son origine, on va avoir des sténoses de l'artère pulmonaire gauche. Il n'est pas rare qu'il y ait des chantes résiduelles après une fermeture de canal artériel. Quand c'est des chantes intraprothétiques, le problème se résout en général assez rapidement. Quand c'est un shunt périprothétique, il faut se méfier que la prothèse ne soit pas, que le choix de prothèse n'ait pas été mauvais. En général, on n'aime pas beaucoup les shunts périprothétiques au moment où on pose la prothèse et on peut choisir de changer de type de prothèse ou augmenter la taille de la prothèse pour résoudre ce problème. Le shunt résiduel, il n'est pas très inquiétant à court terme. Il faut vérifier qu'il se ferme. Il peut quand même entraîner une hémolyse et donc ça doit être attentivement surveillé. Et puis les complications, elles sont également locales au point de ponction. On peut avoir des anévrismes, des fistules artério-veineuses, des hématomes. Donc il faut bien sûr mettre un gros pansement compressif à l'issue de la procédure puisqu'on a piqué des veines ou une artère qui est quand même de taille conséquente et garder ce pansement 24 heures avec une surveillance attentive du point de ponction avant la sortie de l'hôpital. Le taux de réussite du cathétérisme, il est globalement de plus de 95% maintenant. Donc ici, vous avez un exemple de petit canal artériel. Donc vous voyez qu'on a ici la crosse de l'aorte qui est injectée avec le départ des TSA. Et ici, vous avez ce petit canal artériel qui a une forme plutôt tubulaire, avec un petit sifflet, une restriction au niveau du bout pulmonaire, et on opacifie un peu via ce canal le tronc de l'artère pulmonaire. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Donc évidemment, la quantité de produit de contraste n'est pas suffisante pour injecter les artères pulmonaires, mais ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. On cherche à limiter l'injection de produits de contraste tout en visualisant bien ce canal pour choisir la prothèse. Et donc, on va mesurer ce canal et en fonction de sa taille et de sa morphologie, décider qu'est-ce qu'on met comme prothèse dedans. Et donc, en général, ces petits canaux qu'on va fermer par voie artérielle, on met un coil. Un coil, c'est quoi? C'est un truc avec des spires, vous voyez, dont on met la première spire dans l'extrémité, dans l'artère pulmonaire, et les autres spires viennent se coller à la première, viennent s'agglomérer vers l'extrémité pulmonaire du bout du canal, et c'est ça qui va fermer le canal. Donc là, vous voyez qu'on a un petit shunt résiduel, mais on n'est pas inquiet sur le fait que ça va disparaître. Ça arrive qu'on attende un petit peu et qu'on réinjecte à la fin de la procédure pour vérifier que le shunt diminue. Ici, on a affaire à un canal artériel franchement plus large, qui fait, vous le voyez, presque 5 mm. Et donc là, on est un petit peu plus bas. C'est pour ça que pour le coup, on injecte moins la crosse de l'aorte et on injecte plus l'artère pulmonaire. On injecte plus la paix aussi parce que le shunt à travers ce gros canal est plus important que le shunt à travers le petit canal qu'on a vu précédemment. Et donc, quand on injecte du produit de contraste dans ce canal, on opacifie massivement l'artère pulmonaire. Et donc, sur ces gros canaux, on va plutôt choisir des prothèses de type ADO1 ou plug que vous voyez ici. Donc là, la prothèse, elle est encore accrochée. Vous voyez qu'elle n'est pas très radiopaque, mais il y a des petits marqueurs noirs là sur les côtés de la prothèse. On injecte ici dans l'aorte pour vérifier qu'il y a peu de shunt. Et Guiti dit elle-même qu'à chaque fois qu'elle montre ciel diapo, elle se demande si c'est vraiment la plus appropriée. Parce que vous voyez, là, il y a quand même pas mal de shunt. Alors, c'est du shunt intraprothétique. Mais c'est vrai qu'on aime bien quand il y a moins de shunt que ça quand même avant de larguer la prothèse. Mais en l'occurrence, ça s'est très bien passé. Voilà, donc qu'est-ce qui a changé par rapport au passé? Dans le cathétérisme, dans la mesure où c'est maintenant le gold standard, les prothèses évoluent très vite, le matériel évolue vite, et donc on a pu passer par voie veineuse et pas que par voie artérielle, parce que l'accès artériel est évidemment plus à risque que l'accès veineux. Hein, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. C'est déjà embêtant de boucher une veine fémorale, mais
Quand on bouche une artère fémorale, on a quand même une ischémie de membre qui est une complication assez ennuyeuse. Donc, on peut passer par les veines pour aller fermer ces gros canaux artériels. Le matériel étant standardisé, il s'est aussi miniaturisé. C'est ce qui a permis, on va le voir, de fermer notamment les canaux chez les bébés prématurés. Et puis, il y a un certain nombre de prothèses à disposition qui font qu'on trouve en général son bonheur pour toutes les morphologies et pour la plupart des tailles. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, on ferme des canaux de plus en plus larges chez des bébés de plus en plus petits. Le futur du canal artériel, c'est quoi? C'est surtout la fermeture de ces canaux chez les bébés prématurés. Et idéalement, on le fait encore maintenant en salle de cathétérisme. Enfin, ça dépend des équipes, mais la plupart des équipes le font quand même encore en salle de cathétérisme au bloc opératoire. L'idéal serait d'atteindre une fermeture éco-guidée uniquement à la couveuse pour toutes les équipes, c'est-à-dire qu'on arrête les injections de produits de contraste et les rayonnements, les rayons X dans cette population particulièrement fragile. C'est ce qu'on aimerait tous à terme savoir faire. Donc le canal artériel du prématuré, c'est un cadre un peu particulier, comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'on sait que dans cette population, le risque de persistance du canal artériel est inversement proportionnel au poids de naissance et à l'âge gestationnel. Plus on est petit et plus on est né tôt, plus on est prématuré, plus on est à risque de conserver ce canal artériel ouvert. Et donc, vous voyez que 80% des enfants entre 25 et 28 semaines qui naissent entre 25 et 28 semaines d'aménorrhée ont une persistance du canal artériel. 90% si on regarde les moins de 24 semaines. Alors qu'entre 30 et 37 semaines, ou pour les prématurités modérées, on est plutôt sur 10% des enfants avec des prématurés qui ont une persistance du canal artériel. Encore une fois, c'est très certainement dû à cette immaturité histologique du canal et au fait que, avant la naissance, le comportement du canal va plus vers la vasodilatation que vers la vasoconstriction. Alors, le canal artériel du prématuré, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de controverses, mais globalement, on sait maintenant que cette perméabilité prolongée du canal artériel a des conséquences néfastes. Elle entraîne une dépendance prolongée à la ventilation mécanique. Elle favorise très certainement la dysplasie bronchopulmonaire. Elle favorise les hémorragies pulmonaires, les entérocolites ulcéronécrosantes par hypodébie systémique, les hémorragies intraventriculaires et les complications neurologiques en général. Quelles sont les complications? À court terme, dans les 72 premières heures, c'est surtout les hémorragies intraventriculaires et les hémorragies pulmonaires massives. Et puis à moyen terme, on voit plutôt des enfants qui sont dépendants de la ventilation mécanique, qu'on n'arrive pas à sevrer, pour lesquels on ne progresse pas, qui ont éventuellement des difficultés digestives qui peuvent aller jusqu'à l'entérocolite ulcéronécrosante, une insuffisance rénale en général surtout biologique, et qui n'avance pas sur tous ces plans. Et puis à long terme, on pense que ça favorise quand même l'hypertension artérielle pulmonaire et l'insuffisance cardiaque par dilatation des cavités gauches, mais c'est moins évident dans les différentes études. Donc la population des prématurés, c'est quand même une population qui est extrêmement fragile. Donc on va être très attentif à ne faire que des choses qui ont une signification clinique. Donc on va essayer d'identifier les canaux qui sont hémodynamiquement significatifs, c'est-à-dire qui ont un retentissement clinique ou qui ont en échographie clairement un retentissement avec une grosse dilatation des cavités gauches et des gros signes d'hyperdébit pulmonaire ou de vol systémique. On ne va pas fermer chez un bébé de 1500 grammes ou moins un petit canal artériel dont on n'est pas sûr qu'il le gêne. D'accord? Ça, c'est très important à retenir. Comme il me reste pas beaucoup de temps et qu'on a le reste des shunts artériels à faire, je vais passer assez vite sur les critères échographiques, mais globalement, on considère qu'un gros canal artériel chez le bébé prématuré, c'est un canal qui fait plus de 2 mm au bout pulmonaire. La vélocité du shunt, l'interprétation est strictement la même que ce dont on a dit précédemment. Donc, c'est savoir que si c'est très large, ça égalise des pressions. Donc, ne vous attendez pas à trouver un shunt véloce, mais en revanche, il faut qu'il soit gauche-droit tout le temps. Et surtout pas de champ bidirectionnel ou droite-gauche. Chez le prématuré, ce n'est pas plus une indication à fermer que chez le bébé après la naissance. On regarde bien sûr le rapport au jet sur l'aorte et puis on peut s'intéresser également au profil Doppler du flux pulmonaire dans l'artère pulmonaire gauche qui peut être un indice intéressant.
Et enfin, on évalue l'hypodébie systémique en regardant le flux dans l'aorte abdominale ou dans l'artère mésentérique supérieure en cherchant ce fameux vol diastolique dont on a parlé plus tôt. Alors, je ne sais pas si ça tourne, ça. Non, ça ne tourne pas. Mais vous voyez, c'est la coupe du trépied dont on a parlé tout à l'heure. Hein, mais comme je vous le disais, il est vraiment habituel chez le bébé prématuré que ce canal artériel il soit énorme, c'est-à-dire qu'il fait la même taille que l'artère pulmonaire gauche ou l'aorte. C'est quelque chose d'assez fréquent. Est-ce que la fermeture du canal artériel permet de diminuer les complications? C'est bien le problème, c'est que on ne sait pas, on n'a pas de preuves dans ce sens. Et donc, c'est actuellement un grand débat parmi les néonatologues et les cardiologues de savoir si traiter ce canal artériel a vraiment une incidence sur l'évolution et sur le pronostic des prématurés. Et quand je dis traiter, c'est quel que soit le traitement, c'est-à-dire qu'on parle des médicaments ou de la chirurgie ou du cathétérisme. Toutes ces thérapeutiques ont des effets secondaires, hein, même les médicaments, et on n'a pas encore la preuve que ce soit vraiment efficace en termes de, que ce soit utile pour les enfants en termes pronostiques, que ce soit sur le plan pulmonaire ou neurologique. Voilà. Donc encore une fois, prudence. Primum non nocere. Donc les premières publications, la première équipe en France qui a fermé ces canaux chez les bébés prématurés, c'est l'équipe de Reims, de Patrice Morville et d'Amada Kavi qui ferme les canaux donc à la couveuse. Et on a des prothèses spéciales pour ces bébés prématurés qui sont les prothèses ADO2 Additional Size, aussi appelées Piccolo, qui sont designées pour ces bébés prématurés. Et donc voilà, ça ressemble à ça, un petit bébé prématuré en salle de cathétérisme. Vous voyez que c'est microscopique par rapport à l'installation, à la machine qui permet de les ventiler à côté. On les recouvre avec un linge chaud pour qu'ils soient bien protégés de l'hypothermie et on surveille en continu leur température et évidemment tous les paramètres hémodynamiques. Et on fait la fermeture sous contrôle scopique, mais en essayant d'injecter le moins possible de produits de contraste, voire même en général pas du tout. Maintenant, la plupart du temps, on n'a pas besoin d'injecter de produits de contraste, on fait tout sous guidage échographique et scopique. Mais encore une fois, l'idée, ce serait de réussir à faire que sous guidage échographique pour éviter les rayons X dans cette population très fragile. Quels sont les risques de cette fermeture de canal artériel par cathétérisme? Chez ces tout petits bébés, le problème, c'est qu'on doit passer par la voie veineuse parce qu'il est hors de question d'abîmer les artères de ces bébés prématurés. Donc, la voie préférentielle, l'accès préférentiel, c'est l'accès veineux. Et donc, on passe par le cœur droit et on peut... ça arrive que l'on crée malheureusement des fuites tricuspides par rupture de cordage ou en faisant un trou dans le feuillet de la tricuspide avec le guide. Et donc, la fuite tricuspide est une complication de la fermeture percutanée chez les bébés prématurés. On peut aussi ne pas y arriver quand le canal est très spastique, très large et qu'on n'a pas les prothèses à la bonne taille ou qu'on risque de créer une coarctation, une sténose de la baie gauche. On préfère ne pas fermer et à ce moment-là adresser l'enfant en chirurgie. On peut avoir, comme chez les plus grands, des embolisations de prothèses. Il faut faire attention aux structures adjacentes, encore une fois, et il faut être extrêmement vigilant sur les complications au point de ponction. Et donc voilà, la petite prothèse, vous la voyez là. Ici, vous avez l'artère pulmonaire gauche et ici l'aorte. Et donc la prothèse, elle est parfaitement à la place où était avant le canal artériel. Les perspectives, on en a déjà parlé. Alors, ce canal artériel, on va passer rapidement, mais on peut avoir besoin parfois de le garder ouvert. Et donc, on peut faire au cathétérisme quand on sait qu'on va avoir besoin de ce canal de manière prolongée, un stenting du canal artériel. Et vous avez là l'image d'une atrésie pulmonaire à septum intact, qui est souvent la cardiopathie pour laquelle on se pose cette question, qui est donc une hypoplasie du ventricule droit avec une imperforation de la valve pulmonaire. Et donc, vous voyez, là, c'est un bébé qu'on a déjà perforé, parce qu'il y a une valve qui ne s'ouvre pas du tout, mais on voit une petite fuite. Mais le débit pulmonaire étant toujours insuffisant par cette voie antérograde, on choisit de stenter le canal artériel. On le fait également, je vais passer rapidement là-dessus, dans les HTAP. On peut stenter des canaux artériels existants ou on peut faire des POTS par cathétérisme. C'est quelque chose qui était fait par l'équipe de Necker il y a quelques années, qu'on fait moins maintenant parce que le problème de ces stents chez
chez des petits enfants, c'est qu'il faut les redilater très régulièrement quand ils grandissent, parce que sinon ils deviennent restrictifs. Et donc, on s'est plutôt réorienté maintenant vers la chirurgie qui n'a pas ce type d'inconvénient. Et un dernier rappel sur le canal artériel, juste pour vous dire que c'est quand même un outil très précieux pour évaluer l'hémodynamique des nouveau-nés en cas d'hypoxémie réfractaire néonatale. Donc il faut utiliser ces shunts néonataux, la CIA et le canal artériel, en gardant bien en tête que la communication interauriculaire, elle va chanter en regard des compliances des ventricules et que le canal artériel, il va chanter en regard des résistances des vaisseaux. On peut étudier la saturation sus et sous-ductale. Vous savez tout ce que ça peut nous apporter pour le diagnostic des cardiopathies à la naissance. Et je ne redis pas que devant une HTAP réfractaire néonatale, il faut bien sûr éliminer un RVPA total bloqué. Les autres shunts artériels, c'est quoi? Eh ben, le plus important, qui est beaucoup plus rare que le canal artériel, c'est la fenêtre aortopulmonaire. C'est quoi une fenêtre aortopulmonaire? C'est un défaut de développement du septum, des parois, de la séparation entre l'aorte et l'artère pulmonaire lors de la division du tronc artériel. Donc on a 2 orifices valvulaires, il n'y a pas de shunt intracardiaque, l'anatomie intracardiaque est normale. Il y a bien une valve aortique, une valve pulmonaire qui sont en général normalement formées, mais on a un vaste trou dans la portion ascendante de cette aorte, entre l'aorte et l'artère pulmonaire. Donc encore une fois, il faut garder en tête les basiques. Comment ça se voit une fenêtre aortopulmonaire? Ça peut être un diagnostic anténatal, et dans ce cas-là, c'est assez joli. Mais sinon, c'est un diagnostic postnatal et la physiopathologie, c'est celle d'un gros shunt artériel. Et donc, c'est d'abord et avant tout un enfant en défaillance cardiaque, polypnéique, qui a du mal à grossir, qui n'arrive pas à manger et qui a en échographie une dilatation importante des cavités gauches. Donc, quand vous avez en écho une dilatation importante des cavités gauches, pas de canal artériel, pas de large CIV, il faut absolument aller chercher cette fenêtre aortopulmonaire. C'est un shunt artériel à gros débit. Donc on a un vol diastolique, on a des pouls amples, des signes d'hyperdébit pulmonaire, on l'a déjà dit. Il faut absolument identifier ce shunt tôt dans la vie parce qu'on peut avoir une fixation très précoce des résistances vasculaires pulmonaires comme les larges canaux. Et il faut donc intervenir dans les premières semaines ou les premiers mois de vie, idéalement avant 2 mois de vie. C'est un traitement qui est chirurgical sous circulation extracorporelle. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on a une dilatation des cavités gauches, on cherche un canal artériel, il n'y en a pas, on cherche une large CIV, il n'y en a pas, on cherche éventuellement une coarctation ou toute autre cardiopathie qui expliquerait que les cavités gauches sont dilatées, mais en principe, dans la coarctation ou dans l'anomalie de naissance coronaire, vous aurez une fuite mitrale, une hypokinésie du ventricule, ce que vous n'avez pas dans une fenêtre aortopulmonaire. C'est comme un gros canal ou une CIV, vous avez un ventricule qui est plutôt hyperkinétique. Et donc, si vous n'avez pas toutes ces choses qui sont plus classiques, n'oubliez pas d'aller regarder vos gros vaisseaux et d'aller chercher la solution de continuité entre l'aorte et l'artère pulmonaire. Voilà, ça ressemble à ça, hein. Vous êtes en coupe parasternale haute, vous avez votre aorte en coupe, et puis vous voyez ici une absence de fermeture entre l'aorte et l'artère pulmonaire. Et ici, je ne sais pas si ça tourne, voilà. Une autre image, vous voyez, là c'est très net, cette large communication entre l'aorte et le tronc de l'artère pulmonaire, c'est au-dessus des branches, hein, c'est vraiment au niveau de l'aorte ascendante et du tronc de la plaie. Donc le traitement, on l'a dit, il est chirurgical. On passe par voie antérieure, par sternotomie, et surtout, il doit être précoce, très précoce. On ferme la communication avec un patch. Et donc les risques, c'est les risques post-op des gros shunts, c'est d'avoir une hypertension artérielle pulmonaire. Et donc c'est ça des poussées d'hypertension artérielle pulmonaire en post-op, et c'est ça que le réanimateur va particulièrement surveiller. Mais le risque, surtout à plus long terme, encore une fois, c'est d'abîmer les artères pulmonaires et d'entraîner un Eisenmenger. Et donc, il faut vraiment identifier cette cardiopathie tôt pour pouvoir la traiter tôt.
On va parler maintenant de l'artère pulmonaire droite qui naît de l'aorte, qui est encore plus exceptionnelle. Elle se manifeste par une hypertension artérielle pulmonaire néonatale grave avec une détresse respiratoire. Et c'est là aussi une urgence chirurgicale. On réimplante l'artère pulmonaire droite sur la bifurcation, sur le tronc de l'artère pulmonaire, et l'enfant guérit. Donc en échographie, ça se manifeste comment? Je ne suis pas sûre que ces boucles tournent, mais vous voyez qu'on a clairement un vaisseau qui naît là de l'aorte ascendante, qui n'a rien à faire là. Et quand on regarde l'artère pulmonaire, le tronc de l'artère pulmonaire, on a une AP gauche, mais pas d'AP droite. Donc cette AP droite, si elle n'est pas sténosée à son origine, et ce n'est pas le cas en général, ben, elle est à pression systémique, hein, elle n'est pas du tout à pression basse comme elle devrait être. À gros débit, puisque c'est toujours un shunt, hein, donc le sang de l'aorte il va aller préférentiellement dans l'artère pulmonaire, et ça va entraîner également une HTAP réflexe dans l'artère pulmonaire gauche. Et donc c'est souvent des enfants qui sont HTAP sévères avec éventuellement un VD défaillant, un shunt droite-gauche, et qui donc peuvent être cyanosés. Donc traitement chirurgical précoce, encore une fois. Et enfin, on va finir sur le tronc artériel commun. Donc, on quitte le champ des shunts artériels à anatomie intracardiaque normale. Dans les cardiopathies congénitales, vous avez comme shunt artériel le tronc artériel commun, qui est donc, comme vous le savez certainement, de la famille du spectre des cardiopathies conotroncales. Donc, ces cardiopathies qui sont liées à une anomalie de septation du septum conal, avec une bascule antérieure en général du septum conal. En tout cas, dans le tronc artériel commun, c'est une bascule antérieure, comme dans la tétralogie de Fallot, comme dans la génésie des valves. C'est une cardiopathie qui est heureusement assez rare, 1 à 2% des cas, qui est associée fréquemment à la microdélétion 22q11. Donc, il faut absolument chercher en anténatal la microdélétion 22q11 sur une fiche, et en postnatal, examiner attentivement vos enfants pour vérifier qu'ils n'ont pas un phénotype clinique de Dijorge. C'est associé à des anomalies coronaires dans une proportion non négligeable des cas, notamment des ostiums petits ou en tête d'épingle. Et le pronostic, il est essentiellement de cette cardiopathie à la qualité de la valve troncale, parce que donc il n'y a qu'une seule valve, il n'y a pas de valve pulmonaire, il y a un gros vaisseau qui naît au-dessus du septum interventriculaire et qui va donner l'aorte et les artères pulmonaires. Il y a différentes formes anatomiques de tronc artériel commun. La classification qui est utilisée la plus fréquemment, c'est la classification modifiée de Von Prague. Et donc, on parle de type 1-2. Qu'est-ce que c'est le type 1-2? C'est qu'on a une belle aorte et deux belles artères pulmonaires qui naissent soit d'un tronc commun de cette aorte ascendante, soit qui naissent à proximité l'une de l'autre, mais séparément. Dans ces formes, les artères pulmonaires sont en général de très belle taille, ainsi que l'aorte. Et donc, la chirurgie de cette cardiopathie, ça va être de mettre un tube ou de créer une ouverture VDAP entre ces deux artères pulmonaires et le ventricule droit, et de fermer cette zone de l'aorte. Le type 3, c'est quoi? C'est qu'on a une des artères pulmonaires qui naît du canal artériel. Donc, on a une artère pulmonaire qui naît de l'aorte ascendante et une artère pulmonaire qui naît du canal artériel. Et souvent, l'artère pulmonaire droite naît d'une crosse, droite, et l'artère pulmonaire gauche naît d'une crosse avec un canal gauche. Voilà, enfin, d'une crosse gauche. Le type 4, c'est un type avec interruption de l'arche, c'est-à-dire qu'on a deux troncs en quelque sorte. Le tronc de l'aorte, l'aorte ascendante est en général hypoplasique, et on a une interruption qui se fait après la carotide gauche. Vous avez ici le TABC, ici la carotide gauche, et donc la sous-clavière gauche va naître du canal artériel, et vous avez ici un tronc de l'artère pulmonaire plutôt beau qui se prolonge par le canal artériel avec deux AP qui naissent de là. Et cette forme type 4 est particulièrement associée au syndrome de Dijorge. De type 4, si je ne vous dis pas de bêtises, sont des Dijorge. Donc c'est une cardiopathie. Je dois finir, c'est les dernières diapos. C'est les dernières. Donc c'est une cardiopathie à sang mélangé. Donc la saturation dans l'aorte est la même que dans l'artère pulmonaire.
Encore une fois, les résistances vasculaires pulmonaires sont basses, donc il va y avoir un hyperdébit pulmonaire et ces enfants sont en insuffisance cardiaque. Et vous avez eu des cours de physiologie qui vous permettent de calculer le rapport du débit pulmonaire sur le débit systémique en fonction de la saturation artérielle, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà, et donc là aussi, le traitement il doit être précoce parce que ces artères pulmonaires sont à pression systémique et il faut les réimplanter sur le ventricule droit et sur un système à basse pression avant que l'intima des artères pulmonaires soit définitivement lésé. Voilà, j'ai pas fait de pause, du coup je suis désolée parce que j'étais en retard. D'accord, il y a une question. On peut finir avec cette question. Donc, si vous pouvez ouvrir le chat. Et je vois que Fanny est C'est connectée. conversé, hein, c'est ça? Ouais. Oui. Alors oui, c'est une bonne question. En gros, on dit que ces canaux soufflants, ils sont plus à risque d'endocardite que les autres parce qu'il y a une turbulence du flux. Et la turbulence fait que d'éventuelles greffes bactériennes vont se faire plus facilement. Donc, ces canaux artériels, souvent, c'est pour le risque d'endocardite essentiellement qu'on les ferme. Voilà, mais effectivement, alors si souffle haute vélocité et canal restrictif, je ne suis pas sûre parce qu'il y a des canaux tout petits, encore une fois, qui ont une vélocité élevée et qui ne soufflent pas particulièrement. Voilà. Mais donc l'indication de fermeture, il faut retenir que c'est surtout sur la dilatation des cavités gauches. Oui, c'est valable chez le nourrisson à terme. Il faut encore une fois surveiller, laisser le temps à ce canal de se fermer. Hein. Il n'y a pas un canal artériel restrictif. Les pressions pulmonaires les résistances vasculaires pulmonaires sont basses. Le risque de fixation de l'HTAP, il est quand même il est moins important et donc on n'est pas nécessairement pressé. On peut laisser 2 ou 3 mois pour voir si ce canal artériel se ferme. Encore une fois, quand il est restrictif. Un large canal artériel, il faut retenir qu'on le ferme précocement. Mais de toute façon, l'indication, elle se fait d'elle-même parce qu'un large canal artériel, en général, le bébé est en défaillance cardiaque, polypnéique et il a du mal à s'alimenter. La fermeture anténatale du canal artériel, est-ce que oui, je pense qu'elle peut survenir à n'importe quel terme de la grossesse. Ce n'est pas une pathologie très fréquente, hein, donc j'en ai pas vu beaucoup moi-même, mais en principe, je pense qu'elle survient plutôt au 2e et 3e trimestre. C'est quelque chose qu'on surveille à toutes les échographies. Enfin, au 1er trimestre, de toute façon, c'est difficile de. Les gynécos ne regardent pas toujours beaucoup le cœur. Donc, c'est un diagnostic qu'on fait souvent au 2e et 3e trimestre parce que c'est à partir du 2e trimestre qu'on regarde précisément l'anatomie cardiaque, je dirais ça. C'est parfait. Fanny, est-ce que tu es avec nous? Oui. Parfait. Vous Bon. m'entendez? Oui. Bon, merci Mathilde. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.